Est-ce que vous m'entendez bien, soit comme vous êtes la seule à la caméra, alors... Oui, je vous entends très bien. Allez, on y go, Johnny go. Sébastien, il est en forme aujourd'hui. Juste vous dire, mais on n'en parle pas maintenant, mais quand même, je vous le dis, pour votre examen, si vous voulez, je crois que je vous avais pas mis les points, hein. Le premier mini-cas, c'était sur 4 points. Le deuxième sur 4 points, le troisième sur 6 points, le quatrième sur 6 points, et les questions sur 10 points. 1 point chaque question. J'ai mis plus de points sur les questions, parce que je pensais que vous alliez mieux réussir les questions. Je parle de la classe en général, et c'est ce qui s'est passé. Ça vous avantage sur les notes. Mais le reste, il y a juste un mini-cas où, dans l'ensemble, c'était bien, ok? Alors, on verra ça tout à l'heure. Maintenant, on va corriger. Je vous ai mis en projection les questions et la loi sur le courtage, plus exactement, le règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité. Et par conséquent, si on en a besoin, on va aller le voir. Bon, je me mets au début, comme ça on verra. Alors, première question. Charles est courtier immobilier résidentiel. Il visite un client AVPP. Tout le monde sait ce que ça veut dire AVPP. AVPP, c'est à vendre par le propriétaire. C'est-à-dire que le client ne veut pas de courtier. Il veut pas utiliser un courtier, c'est ça. Donc, il est courtier immobilier, il visite un client AVPP. En effet, sa maison pourrait intéresser un client acheteur potentiel. Cependant, comme il n'est pas encore sûr de rien, il ne dit rien et visite la maison sans dire qu'il est courtier. Qu'en pensez-vous? Il y a un devoir de divulgation. Hein. Est-ce qu'il est en faute? Est-ce qu'il aurait dû dire qu'il était courtier ou c'est correct comme ça? Selon l'article 1 des conditions générales, doit divulguer sa qualité de titulaire. Je vous entends pas. Est-ce que c'est pour une raison? Attendez voir si c'est pas moi qui vous ai coupé le son. Ah non, n'en est pas bien. Pardonnez-moi, j'avais baissé le son tout à l'heure. Et là, je vous entends plus. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, on y va. Comme on est en brainstorming, le premier qui parle, on l'écoute, puis sinon, et si jamais je vois qu'il y a trop de, si on constate qu'il y a trop d'agitation, ben on fera juste lever la main. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Je peux répéter. Je peux répéter, Sam, là, j'ai dit que selon l'article 1 des conditions générales, il doit divulguer sa qualité de titulaire de permis à tout le monde. Parfaitement. C'est l'article 1. Le titulaire de permis doit révéler à toute personne avec qui il est en relation dans le cadre de l'exercice de ses activités sa qualité de titulaire de permis. Donc, il ne dit rien. Là, vous pourriez dire, si vous aviez une petite question comme ça, simplement dire que, il aurait dû révéler sa qualité de courtier, de titulaire de permis. Question 2. Charles est courtier immobilier, ça va pas shipping, c'est correct? Ok. Oui, mais par écrire ce que vous avez dit trop vite. Oui, c'est pour ça que je vous ai parlé. Attention, s'il vous plaît, hein. Soyez prêtes, hein. Mais moi, bien sûr, je vais vous voyez, je pense à vous. Donc ici, c'est très simple. Quand on va répondre, quelquefois, on va aller voir les articles. Comme ici, je vous l'ai mis, c'est l'article numéro 1. Mais vous n'allez pas répondre ça. Vous allez répondre, qu'en pensez-vous? Ben, dites, je pense qu'il doit révéler qu'il est courtier immobilier. C'est très simple. Il doit dire qu'il est courtier immobilier. C'est très simple. Alors, question 2. Charles est courtier immobilier résidentiel. Good. Il rencontre un client potentiel dans le but de se voir confier un contrat de courtage. Le client pose beaucoup de questions. Souvent, les questions laissent sous-entendre qu'il se méfie beaucoup des courtiers immobiliers. Et Charles a peur que ce client soit une source de problèmes, de conflits. Alors il se dit prêt à signer un contrat de courtage avec lui, avec ce client.
mais à condition que ce client accepte une clause de non-responsabilité. Non-responsabilité, bien sûr, de Charles. Qu'en pensez-vous? Non, il n'a pas le droit. La loi lui interdit d'influencer son client pour insérer une clause de non-responsabilité. Ouais, mais au début, ce que vous avez dit déjà, c'est bien. Non, il n'a pas le droit. Tu vois, hein? Je vous dis le minimum. Pour shopping et tout, qu'elle prenne sa réponse. Non, il n'en a pas le droit. Selon, bien sûr, quoi? Selon la loi sur le courtage. Tu vois, hein? Mais bien sûr, comme a dit Soua, c'est très bien. On voit l'article 6. Regardez, je vous l'ai mis ici. Le titulaire de permis. Tu sais quoi? Je vais vous l'agrandir parce que maintenant, les questions, vous les avez, vous les voyez. Et moi, je les ai en double. Je les vois sur l'autre écran. Donc, là, vous voyez mieux vous voyez mieux le règlement? Oui. En bleu, le titulaire de permis ne doit pas, dans l'exercice de ses activités, éluder, c'est-à-dire écarter ou tenter d'écarter sa responsabilité civile professionnelle. Vous voyez, vous apprenez ici que notre responsabilité professionnelle, c'est une responsabilité civile, mais dans le cadre de notre profession. Donc voilà, en gros, c'est pour ça, la réponse de Soua au début était très bonne. Non, il n'en a pas le droit selon la loi sur le courtage. Ensuite, bon, excusez-moi, juste voir. Ouais, mais ça. Albert travaille comme préposé aux malades dans un hôpital. Grâce à un travail d'appoint, il aimerait générer des revenus additionnels. Il songe à travailler dans le domaine du courtage immobilier. Il vous demande s'il peut le faire. Que lui répondez-vous? Justifiez votre réponse. Il peut le faire s'il reste compétent, intègre, indépendant. Good. C'est quel article? C'est le 3? Non, c'est pas le... Oui, c'est le 3. Regardez. Le titulaire de permis qui, en plus de ses activités en matière de courtage immobilier, se livre à d'autres activités professionnelles ou exploite une autre entreprise, doit éviter que ces autres activités ou cette autre entreprise ne compromettent. C'est très bien. Intégrité, indépendance, compétence. Good. D'accord. Alors vous pourrez naturellement, si jamais vous êtes à parler de ça, essayez de vous rappeler au moins de la compétence et l'indépendance. Vous comprenez? C'est très important. Au moins. Hein. La compétence, c'est normal. Hein. Regardez, c'est un programme pour compétence. Vous êtes d'accord? Alors, on veut que vous soyez compétent. Donc ici, on pourrait dire oui, bien entendu. Il peut faire d'autres activités, mais à condition de rester compétent, indépendant et intègre, si vous vous en rappelez. Mais compétent et indépendant, c'est en général quand tu es compétent et indépendant, tu es aussi intègre, parce que on n'a pas dit une seule compétence, on a dit compétent dans le courtage immobilier, donc dans toutes les compétences, qui agir de façon éthique et responsable, et l'intégrité, ça fait partie de l'éthique et de la responsabilité. C'est pour ça qu'on sera plus indulgent si vous oubliez de dire intégrité que les deux autres. Si vous dites les trois, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Monsieur Pérez? Yes. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Ça y est, ce quelqu'un, il a coupé son micro. OK. Je voulais juste vraiment me rassurer. Est-ce que ce document-là, qui est le document de 26 pages que vous avez à l'écran, vous nous l'aviez déjà envoyé dans le MIO? Parce que j'ai fait beaucoup de recherches dans tout ce qui est LCI et j'ai pas retracé ce document-là. Est-ce que je suis le seul qui ne le trouve pas? Non, j'ai pas non plus. Non, on a en fait la même chose, mais en PowerPoint. Ouais. C'est pas le même. Parce que j'aime bien le document que je vois à l'écran. Si c'était possible de nous le faire parvenir, M. Pérez. Bien sûr, c'est la première question que je vous ai posée en début. On ne l'a pas. Et Véro m'a dit, je crois, Véro, c'est pas pour vous faire porter le... Je croyais que vous parliez du PowerPoint. D'accord.
je vous l'envoie. Est-ce que vous le voulez tout de suite ou c'est bon, je vous l'envoie à la pause pour comme ça. Tout de suite, s'il vous plaît. Là, je vous le projette. Oui, c'était ma première question. Ah, c'est dommage. Vous aurez pu faire les questions avec ça. La deuxième, la deuxième batterie de questions, vous l'aurez. Oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Bon, vous voyez que même entre nous, quelquefois, on ne s'entend pas. C'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Bon, alors ensuite, on arrive à question 4. Jean est un courtier immobilier résidentiel. Son voisin immédiat désire, c'est-à-dire qui est tout près de lui, mitoyen, désire vendre sa maison. Il le rencontre dans le but de signer un contrat de courtage. Le vendeur lui confie plusieurs renseignements, mais plusieurs renseignements ne sont pas supportés ou confirmés par des documents, notamment l'évaluation municipale, le montant des taxes. Est-ce que Jean a une obligation à l'égard de ces renseignements? Oui, vérification diligente. Oui, Alec, oui, effectivement, on va prendre l'article, non, c'est pas l'article 4. 5. Alors, voilà, l'article 5. Le titulaire de permis doit vérifier conformément aux usages et aux règles de l'art les renseignements qu'il fournit au public ou à un autre titulaire de permis. Il doit toujours être en mesure de démontrer l'exactitude de ces renseignements. Donc, pour vous, à la question 5, vous mettez article 5, ça c'est pour vous. À l'examen, on vous me donnait question 4, pardon. Article 5, ça c'est pour vous. Par contre, non, je m'excuse. Là, oui, la 4 c'est 5, mais la réponse ici, c'est dire que oui, Jean a l'obligation de vérifier tous les renseignements qui lui sont donnés par son client. En plus, il y a des renseignements, je vous le dis de vous à moi, comme les taxes et tout, il peut les vérifier directement à la municipalité. Alors, question 5. Michel signe avec Pierre, courtier immobilier résidentiel, un contrat de courtage pour vendre sa maison. Lors des discussions qui ont précédé l'entente, le vendeur confie à Pierre qu'il est urgent pour lui de conclure une vente car il éprouve de sérieuses difficultés financières suite à la perte de son emploi. Quelques jours plus tard, le courtier rencontre un acheteur potentiel intéressé à la maison de Michel, qui lui demande pourquoi la maison est en vente. Que devrait répondre Pierre et justifier, je vous dis toujours de justifier la réponse. Vous savez que la justification, c'est de dire que la loi la plupart du temps. C'est des informations confidentielles qui appartiennent aux clients, à moins qu'ils décident, à moins qu'ils fassent part au courtier qui peut le divulguer. Exactement, parce que si on prend ici l'article qui pourrait... Ça devait être le 14 ou le 15 de mémoire. Voilà, 15, article 15. Le titulaire de permis doit protéger et promouvoir les intérêts de la partie qu'il représente, tout en accordant un traitement équitable à toutes les parties à une transaction, mais il doit protéger et promouvoir, donc ça fait partie, s'il doit promouvoir et protéger les intérêts de son client, il ne peut pas aller dire à l'autre partie pourquoi son client vend. Donc, en général, ça n'empêche pas que l'autre partie a le droit de vous poser la question. Qu'est-ce que vous répondrez dans la pratique? Si moi je vous demande, mais pourquoi votre client il veut vendre? Pour les raisons personnelles. J'ai pas entendu. Pour les raisons personnelles. Très bien. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Monsieur, c'est des raisons personnelles. Ah, mais est-ce que il veut déménager parce que ah, mais monsieur, c'est personnel. Mon client m'a pas dit. Personnel. Alors, très bien. Parce que quand vous dites personnel, vous n'avez rien dit, vous n'avez rien caché, c'est personnel. Alors, ensuite, donc là, ok, on passe à la question
6. Quelles sont les vérifications que doit faire un titulaire de permis avant de représenter une partie à une transaction? Quand on dit quelle vérification, c'est-à-dire des vérifications très importantes. Vous voyez? Et en plus, on vous dit avant de représenter une partie à une transaction. L'identification et la capacité juridique. Très bien, et exactement, Sébastien. Le titulaire de permis, je crois, c'était l'article 20 quelque chose. Je vais chercher. Non, c'est dans... ouais, c'est ça. Changement... Voilà. Vérification d'identité et de capacité juridique. Le 29. Le titulaire de permis doit vérifier et s'assurer de l'identité de la partie qu'il représente, ainsi que des autres si elles ne sont pas représentées. 30. Le titulaire de permis doit vérifier et s'assurer de la capacité juridique. Donc, pour la question 6, mettez comme réponse pour vous-même article 29, article 30, et en réponse, vous direz que le courtier ou le titulaire de permis, comme a dit Sébastien, doit vérifier l'identité et la capacité juridique de son client, c'est-à-dire la personne qui représente, de son client, et aussi des autres parties s'ils ne sont pas représentés. Il faut s'en rappeler de ça. Ici, on vous dit avant de représenter... Si vous aviez donné la réponse, je vous parle parce que vous vous inquiétez toujours pour les points, tel qu'est posée la question, si vous m'aviez donné que la première partie, c'est correct. Avant qu'il représente une partie, il faut qu'il vérifie, bien entendu, d'abord son client. Mais il doit toujours voir si l'autre partie, elle a un courtier, il s'en occupe pas. Si elle l'a pas, il doit vérifier aussi l'identité et la capacité juridique de l'autre partie. Alors on continue. Question 7. Stéphane est courtier immobilier résidentiel. Son père désire vendre la maison résidentielle pour s'acheter un condo. Son fils accepte d'agir comme courtier pour la vente de l'immeuble et aussi courtier pour l'achat de la copropriété. Il va être courtier de son père pour la vente de la maison de son père et il va être courtier de son père pour l'achat du condo. Est-ce que la loi et les règlements sur le courtage immobilier lui permettent d'être intermédiaire pour son père? D'abord. Oui ou non? D'abord, pour la vente, il ne peut pas représenter son père. Par contre, il peut le représenter pour l'achat. Ah, il ne peut pas le représenter pour la vente, mais pour l'achat. C'est ça que vous dites, soit. On va écouter votre réponse. Félix, qu'est-ce que vous proposez? Moi, j'ai dit que oui, il est autorisé à le faire. En fait, il peut les représenter autant à la vente qu'à l'achat, pourvu qu'il remplisse en bonne et due forme la divulgation et fasse parvenir l'avis de divulgation aux parties impliquées dans la transaction. Exactement. Il peut les représenter sans... On va voir c'est ce qu'a dit. Tiens, ben, on peut le trouver. Normalement, c'est les articles 18 à 23. Alors, c'était le 20... Tu vois, en fait, il n'y a pas d'article qui interdise. Il n'y a pas d'article. Parce que regardez soit, il faut pas mélanger avec l'article 20. L'article 20, il dit, le courtier qui a un intérêt, donc là, effectivement, son père, il a un intérêt, qui vend, ne peut pas représenter l'acheteur. Donc, quand le père va vendre la maison, Stéphane va pouvoir être le courtier de son père, mais il va pas être le courtier de l'acheteur. Mais après, quand son père va acheter son condo, là c'est l'article 21. Quand un courtier qui a un intérêt, par exemple avec son père qui achète, il peut pas représenter le vendeur. Là, il pourra pas représenter le vendeur. Mais il pourra toujours représenter son père quand son père est vendeur
et son père quand son père est acheteur. C'est deux opérations différentes. Ça va, soit? Dites-moi. Oui, mais c'est juste parce que quand on a fait le cours la fois passée, j'ai pris des notes que en tant que courtier, je peux représenter mon conjoint, frère, sœur dans la transaction d'achat, mais pas dans la vente. Non, vous avez mal pris. Je m'excuse. Non, ce qu'on a dit, c'est que non, je sais pas comment vous avez pris ça. Non, tu peux représenter ton père. Tu peux représenter tous ces gens-là, aussi bien quand ils vendent que quand ils achètent. La seule chose, c'est que quand tu les représentes quand ils vendent, tu ne peux pas représenter l'autre, l'acheteur. Et quand ils achètent, tu peux pas représenter le vendeur. C'est les articles 20 et 21. Alors, c'était pas la réponse ici, hein. La réponse n'était pas 20 et 21, mais vous pouvez voilà comment on pourrait répondre à cette question. On vous demande s'il peut exercer la fonction d'intermédiaire, c'est-à-dire s'il peut être leur courtier. Vous dites oui, mais lorsqu'il s'occupera de la vente de la maison de son père, il ne pourra pas représenter l'acheteur. Et lorsqu'il s'occupera de l'achat du condo par son père, et lorsqu'il s'occupera de l'achat du condo par son père, il ne pourra pas représenter le vendeur. C'est pas fini. Celle-là, elle est un peu longue. Et lorsqu'il sera le courtier de son père pour l'achat du condo, il ne pourra pas représenter le vendeur. Point à la ligne. Dans les deux cas, comme disait Félix, il faut qu'il fasse un avis de divulgation. Sam, je crois que qu'est-ce qui a pu peut-être mélanger soit, c'est qu'aussi, on n'a pas le droit de prendre de rétribution quand c'est de notre famille. Donc, c'est ça qu'on a pas le droit. Oui, c'est ce que j'ai cru, Jessica, c'est bien d'y avoir pensé. C'est ce que j'ai cru. À un moment, j'allais lui dire, mais quand elle m'a dit, on a le droit de représenter l'acheteur et pas le vendeur, j'ai dit, non, c'est pas ça. Mais j'ai pensé exactement la même chose. Je crois que c'est ça qui a été compris. Je crois pas. Mais ça fait rien. C'est bien que vous y ayez pensé, j'y ai pensé aussi. Parce que je l'ai écoutée, elle m'a dit, si elle m'avait dit qu'elle pouvait pas, en tant qu'acheteur, et oui, en tant que vendeur, oui, je lui aurais dit, écoute, tu mélanges avec ça. Hein, mais on va lui dire quand même, Jessica, c'est bien que vous y ayez pensé, bravo. Ce qu'on a dit la dernière fois, si tu te rappelles, c'est que quand j'achète, ou moi, ou ma femme, ou mon père, ou mon frère, il y a une nuance. Pas pour la représentation, tu vas voir si, pour la rétribution, est-ce que je peux la toucher ou pas? Si j'achète moi, ou ma femme, ou une société à moi, comment vous dire, je peux pas toucher de rétribution, jamais, de la part de l'autre courtier. Par contre, si c'est mon père, oui, l'autre courtier il peut partager avec moi. Vous vous rappelez de ça? Voilà, alors je ne sais pas si c'est ça qui vous a mélangé, j'y ai pensé aussi, mais je suis pas sûr. Mais enfin, c'est vous qui allez savoir si c'est ça qui vous a mélangé ou pas. Je ne sais pas, je les ai notés comme ça la fois passée. Oui, comme ça vous allez le mettre au clair. Je voulais y revenir tout à l'heure, mais enfin c'est pas grave. C'est pas grave, c'est bien, je sais qu'au moins elle suit, je sais que le cours de la semaine dernière, elle a bien digéré comme on dit. Alors, on y go? Monsieur Pérez? Yes, sir. Juste donc pour la rétribution, c'est juste quand c'est pour nous-mêmes ou notre conjointe qu'on peut pas avoir la rétribution. Quand on achète, oui. Et quand on achète seulement. Oui. Ou une société à nous, attention. Toujours, quand c'est une société à moi ou à ma femme, c'est pareil que moi et ma femme. Là, on n'a pas le droit à la rétribution. Le courtier du vendeur, il peut pas partager avec nous. Très bien. Ça va? Excellent. Merci. Je t'en prie. C'est Alejandro? Si. On continue. Alors, what question are we? On est à Robert? Quelques minutes. Ouais. Merci. Robert est au service de l'agence immobilière XYZ Inc.
il a signé au nom de celle-ci plusieurs contrats de courtage. Maintenant, il décide de changer d'agence. Quelles seront les formalités qu'il devra compléter à l'égard des parties qu'il représente? Préciser s'il y a lieu le contenu de ces formalités. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai dit à qui appartiennent les contrats quand vous changez d'agence. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre ici? Ils doivent faire les contrats de courtage, puis mentionner aux clients. Et excuse-moi, Alex, j'ai pas entendu le début. Ils doivent mentionner aux clients comme quoi qu'ils changent d'agence, puis qu'ils doivent re-signer un contrat de courtage s'ils veulent continuer avec lui. D'accord. C'est un peu incomplet. Continuez, parce que tu as dit s'ils veulent continuer avec lui. Maintenant, s'ils veulent pas continuer avec lui, il faut dire. La transaction va tomber à l'eau. Non, là, il n'y a pas de transaction pour l'instant. Pour l'instant, on est juste dans les contrats de courtage. Rappelez-vous, la transaction, en général, vous me l'avez bien fait, c'était le mini-cas numéro 4. La transaction, c'est quand il y a une promesse d'achat. Là, on est au niveau des contrats de courtage. Donc, tu vois, Alex, tu travailles dans mon agence, tu as signé beaucoup de contrats de courtage. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre d'achat. Puis là, tu décides de partir dans une autre agence. Il doit transférer. Tu travailles dans mon agence. Tu veux travailler dans l'agence de soins. Qu'est-ce que tu dois dire à tes clients? S'ils veulent transférer d'agence en même temps que moi. Alors, tu dois leur dire les 3 choix qu'ils ont. Alors, ou non, ou ils peuvent annuler le contrat. Il y a 3 possibilités. Alors, c'est, je crois, l'article, c'est un peu plus loin. Changement, tu vois, section 4, changement affectant le courtier ou l'agence lié par contrat de courtage. Voilà, lorsque le courtier cesse d'agir pour le compte d'une agence. Attention, le courtier et l'agence doivent en aviser sans délai et par écrit les parties que représente le courtier. Alors après, ne tenez pas compte de contrat de courtage hypothécaire parce que ça n'est plus le cas, mais un tel avis devra indiquer le droit des parties de continuer de faire affaire avec l'agence du courtier, là, l'agence qu'il est en train de quitter, de continuer à faire avec le courtier qui agit soit à son compte, soit pour une nouvelle agence. Alors là, le contrat devrait être rompu avec l'ancienne agence et identifier celle-ci ou de mettre fin au contrat de courtage. Donc, vous voyez qu'il y a 3, si vous voulez dire en très très facile, vous répondez, il devra envoyer. Alors, je vous dis, il devra envoyer. Dans la vérité, vous pouvez écrire entre parenthèses, l'agence aussi. L'agence aussi, elle doit envoyer. Donc, il devra envoyer à ses clients un avis écrit. Il devra envoyer à ses clients, entre parenthèses, l'agence aussi. Il devra envoyer à ses clients un avis écrit lui donnant. Il devra envoyer, c'est la question 8, shopping. Il devra envoyer à ses clients un avis écrit leur donnant les 3 choix suivants. Leur donnant les 3 choix suivants. 2 points. Rester avec l'agence. De rester avec l'agence, virgule. De le suivre à sa nouvelle agence. Parce qu'ici, on vous dit qu'il change d'agence. On vous dit pas qu'il veut agir à son compte. Donc, de le suivre à la nouvelle agence, ou bien qu'ils ont le droit de mettre fin au contrat de courtage. Ou bien qu'ils ont le droit de mettre fin au contrat de courtage. Ça va, shopping? T'as vu comme tu peux le faire très simple. Ou bien qu'ils peuvent mettre fin au contrat de courtage. C'est assez clair? Soit, ça va? Oui, j'ai juste une question.
Si il y a alors il doit aviser seulement les parties avec qui il a un contrat de courtage. Oui. S'il y a une transaction en cours, il n'a pas avisé l'autre partie, l'acheteur par exemple, s'il est lui l'inscript. Non, parce que en fait, s'il y a la transaction, en général, ça va rester avec lui jusqu'à la fin de la transaction. Même s'il change d'agence entre-temps. Non, mais c'est-à-dire lui, il va toucher la rétribution. Dans tous les cas, il touchera sa rétribution. S'il change d'agence, non. Il va leur dire, mais par contre, le courtier qui va, si jamais, il va laisser ça à la nouvelle agence pour pas compliquer, et le courtier qui va le remplacer, il aura droit à sa rétribution. Vous comprenez, on lui enlèvera pas sa rétribution. Si la transaction a commencé alors qu'il était, parce qu'il peut pas travailler pour deux agences, vous le savez très bien. En revanche, ce qu'on va faire, pour pas compliquer, on va dire au client, bien sûr, qu'il a le droit de changer s'il veut, mais pour les besoins, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que il faut faire réussir la transaction. Le choix ne s'exercera qu'après. Mais en attendant, comme lui, il a été rejoindre une nouvelle agence, l'ancienne agence va juste mettre un agent. C'est comme si vous voulez, le client est resté avec l'agence. Il suit pas. Mais il aura quand même sa rétribution. Tu comprends? Puis le substitut de l'agence qui termine les transactions en cours, il touchera pas une scène. Il touchera pas, ou ça dépend. Quelquefois, il y a des ententes. Mais c'est l'entente interne. Il y a rien qui est prévu ici par la loi sur le courtage qui est édictée. J'ai vu les deux. Je vous dis franchement, j'ai vu les deux. Quelquefois, tu dis, voilà, tu vois, on est toi et moi dans la même agence, Sébastien, on travaille depuis longtemps, puis moi je m'en vais, j'en ai marre, mais on a fait tellement de choses ensemble, je dis, tu peux pas me rendre service sur ce coup-là, tiens, j'ai presque tout fait, puis tu vas me le faire peut-être avec plaisir parce que je t'ai déjà rendu des services. Ou sinon, s'il y a aucune affinité, le directeur d'agence va proposer quelque chose qui va satisfaire tout le monde. Mais il n'y a pas d'obligation édictée par la loi sur le courtage. Très bonne question, Soua, c'est bien. Franchissement. Après 10. Non, je 9. Ouais, pardonnez-moi. Vous avez signé un contrat de courtage avec votre client pour la vente de son condo. Après en avoir fait la mise en marché, un courtier collaborateur, c'est-à-dire un courtier d'un acheteur, quelques semaines plus tard, vous demande d'organiser un rendez-vous avec le vendeur afin de lui présenter une offre de la part de son client acheteur. Alors c'est facile ça. Petit a, là on répond vite. Quelle partie représentez-vous? Le vendeur. Le vendeur, c'est la réponse. Le client vendeur. B. Quelle est votre obligation en matière de vérification d'identité et quand le faites-vous? Il faut vérifier l'identité du client puis sa capacité juridique, puis aussi qui est propriétaire de l'immeuble, le titre de propriété au registre foncier. Alors, attends, pardonne-moi, Véro. Quelle est votre obligation, B, je relis, en matière de vérification d'identité? C'est tout. Et quand le faites-vous? Il faut toujours bien lire la question, justement, pour pas passer à côté de l'essentiel. Avant de signer le contrat de courtage. Très bien, c'est ça. Je vérifie d'abord mon obligation, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais vous le dicter à toute la classe, c'est de vérifier l'identité de la partie que je représente, donc le client vendeur. Alors, commencez par écrire ça pour B. Vérifier l'identité de mon client vendeur. Mon obligation, c'est vérifier l'identité de mon client vendeur. Point. Et quand est-ce que je le fais? Quand le faites-vous? Alors très bien, Véro, je le fais au moment de la signature du contrat de courtage. Et je le fais au moment de la signature, du contrat de courtage. J'ai autre chose à vous dire, mais j'ai entendu quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Non? J'ai juste dit section 1 du contrat de courtage. Oui, d'accord, très bien. Alors, attention, pourquoi Véro nous a dit au moment de la signature du contrat de courtage, ça adonne
que, en fait, c'est au moment, plus exactement, le moment de la signature du contrat de courtage, c'est le plus tard, juste avant de signer. En fait, on va le faire pendant la rédaction du contrat de courtage. Pourquoi on va le faire pendant? Parce que, alors il y en a qui le font tout de suite, il y en a qui le font juste avant de signer, parce que ça, ne l'écrivez pas, on va le voir bientôt, on va commencer le cours de démarche. Eh bien, parce que dans le contrat de courtage, sur la première page, il y a une rubrique qui s'appelle vérification d'identité. Donc on se sert, le contrat de courtage, c'est un formulaire dans sa page 1, une partie de sa page 1, c'est un formulaire de vérification d'identité. On n'a pas le choix. Bon, il fallait pas écrire ça, mais tout ce que je vous ai dit avant, je répète la réponse à la question à la petit b, vérifier l'identité de mon client vendeur, et je le fais au moment de la signature du contrat de courtage. Question 10. Vous avez une belle inscription depuis quelques mois et lors de la dernière visite libre, un visiteur aime la propriété et vous demande de rédiger pour lui une offre d'achat afin que vous la présentiez au vendeur. Alors ça va un petit peu changer. Vous vous rappelez ce que nous avait dit Sébastien et qu'on avait été voir dans Sinbad. Maintenant, ça va changer à partir du 22 juin. Alors bon, en tout cas, quelle partie représentez-vous normalement? Le vendeur. Je représente prioritairement le vendeur, exactement. Mais le client, acheteur, d'une certaine manière aussi, parce qu'il m'avait demandé d'agir pour lui, ce qui ne sera plus possible à partir du 22 juin. Monsieur, à l'examen, quand on va passer l'examen de l'OACIQ, ça risque d'être cet été, peut-être après juin. Est-ce qu'on va répondre selon les changements ou selon ce qu'on a vu dans l'AEC? Non, à mon avis, pour ça, il y a souvent l'OACIQ est en retard sur certaines choses comme les taux de taxes et tout. Mais la loi sur le courtage, en général, ils sont à jour. Donc ça va être dans l'énoncé, peut-être ça va être précis et on va vous dire, on va vous mentionner la date du 22 juin, mais on vous laissera pas dans l'indétermination. Ok, merci. Je vous en prie. Lisez bien l'énoncé, parce qu'il faut pas manquer, même pas une petite écrit en petit, 22 juin, hop, si vous l'avez pas lu, vous allez rester dans l'incertitude. Il faut le lire. Très bien. Attendez, Sam. Ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire pendant l'examen final, si on est passé avant le juin ou même après le juin, on doit lire les questions de l'examen. Il va précisément les détails de Il va préciser, oui, c'est ça. Ouais, ils vont vous préciser exactement, ils vont vous préciser. Ok, merci. Mais je vous en prie. Alors, ensuite, et à mon avis, une question comme ça, regardez, moi j'ai ma logique. Ils vont pas vous la donner à choix multiple. Et si vous avez ça, ça va être dans une mise en situation, parmi tant d'autres choses. Parce qu'avec les questions à choix multiples, ils sont obligés de vous donner l'information. Pour une question à choix multiple, ça vous aide à trouver la réponse. Mais attention, ça c'est ma façon de penser. Et je vous avais dit, ils m'avaient demandé de faire des examens pour eux, alors. C'est vrai que j'aime bien faire les examens. On continue. Quelle partie, non, où est-ce que je suis maintenant? Quelle question, s'il vous plaît, j'ai oublié? La 10B. La 10B. Alors, quelle est votre obligation en matière de vérification d'identité et quand le faites-vous? Alors, avant, comment je le fais? J'avais pas le choix, là. Ce client acheteur, je dois vérifier son identité. Le vendeur, on a dit, à la signature du contrat de courtage. Mais l'acheteur, il m'arrive au dernier moment. Comment je fais? Oui, je dois vérifier son identité aussi, l'acheteur, mais je le fais comment? Je vais pas signer de contrat avec lui. Avant de rédiger les promesses d'achat. Non, attention, jamais... nous oublie, et c'est bien Dingwa que vous l'ayez dit, on ne peut pas faire une vérification d'identité dans la promesse d'achat. Dans la promesse d'achat, sur la première page, on n'a pas mis comme dans le contrat de courtage une partie de vérification d'identité. Pourquoi, selon vous?
on est obligé de prendre un formulaire de vérification d'identité à part. Mais pourquoi, selon vous, on n'a pas intégré, Sébastien va nous le dire, je crois, pourquoi on n'a pas intégré la clause de vérification d'identité dans la promesse d'achat? Parce qu'une promesse d'achat habituellement est reliée par un contrat de courtage? Pardonne-moi, Alec, parce que, répète-moi. Juste parce qu'il y a déjà une clause dans les contrats de courtage qui sont habituellement reliés avec une promesse d'achat. Mais là, t'as bien compris que le client acheteur, il n'a pas signé de contrat de courtage. Il arrive là maintenant, il dit fais-moi une offre, rédige-moi une offre pour la maison dont tu es l'inscripteur. Alors tu le fais, tu dois vérifier son identité. Alors, bien sûr, comme dit Dingwa, j'aurais pu faire la vérification d'identité si le formulaire de la promesse d'achat, excuse-moi, j'aurais pu le faire sur la promesse d'achat si on avait prévu une clause pour vérifier, comme le contrat de courtage. Le législateur, il n'a pas fait ça. Il nous a préparé un formulaire de vérification d'identité d'une page qu'on prend et qu'on remplit à part. La question, c'est pourquoi on n'a pas prévu de faire la vérification d'identité sur la promesse d'achat, comme le contrat de courtage. Peut-être c'est pas souvent pour le contrat pour le client de acheteur, le courtier ne signe rien avec. Oui, mais la promesse d'achat, vous m'avez dit, on aurait dû le faire sur la promesse. Au vendeur? J'ai pas entendu. Elle est présentée au vendeur. Très bien. Et alors, ça veut dire? Des renseignements confidentiels. Exactement. Bravo. C'est César, ça? Ah, il est bon, César, ce matin. César Alejandro. Parce qu'il a mangé, hein. Pardon, c'est Alejandro, oui. Et il a mangé je sais pas quoi. Et oui, c'est confidentiel. Quand je signe un contrat de courtage, c'est là qu'il faut comprendre la différence entre un contrat de courtage et une promesse d'achat. Le contrat de courtage, c'est entre mon client et moi. Moi, j'ai le droit de savoir l'identité de mon client et mon client, il a le droit de savoir mon identité. Mais la promesse d'achat, c'est l'acheteur et le vendeur. Donc, c'est nous les courtiers qui vérifions leur identité. Donc, si je marque dans la promesse d'achat tous les renseignements personnels, le numéro de permis et tout ça, et que quand je vais aller présenter la promesse d'achat au vendeur, ben le vendeur, il va avoir des informations confidentielles que je n'ai pas le droit de donner. Tu comprends, Dingwa, pourquoi on peut pas? C'est bien d'y avoir pensé, mais parce que ça veut dire que tu essayes de voir comment optimiser les formulaires. Mais tu vois, il n'y a pas que des maths et il n'y a pas que de l'optimisation. Il y a toujours, faut penser aussi aux renseignements personnels. Good. Donc, j'ai mal compris. C'est-à-dire, si je suis le courtier immobilier de vendeur, je n'ai pas le droit de vérifier l'identité de client acheteur sur son promesse. Non, ça n'a rien à voir. Je suis le client du vendeur. Je suis obligé de vérifier son identité parce que je le représente. Oui. Comment je le fais? Avec quel formulaire je le fais? Avec le contrat de courtage. Oui. Maintenant, il y a un client acheteur qui n'a pas signé de contrat avec moi, de courtage achat. S'il signe un contrat de courtage achat, je vais vérifier son identité aussi. Oui. Je vais le faire sur le contrat de courtage achat. Tu es d'accord avec moi? Comme pour le vendeur. Mais là, lui, il n'a pas signé de contrat. Hein? Jusqu'au 22 juin, on peut encore avoir un client acheteur sans être obligé de signer un contrat avec lui. Oui. Donc, comment je fais pour vérifier son identité s'il n'a pas signé de contrat de courtage achat? Sur son promesse d'achat. Un formulaire qui s'appelle vérification d'identité. OK. Je dois vérifier, mais pas sur le contrat puisqu'il n'existe pas, le contrat de courtage d'achat. Et ce que j'ai dit à Dingwa, parce que Dingwa, il a dit on va le faire sur la PA. Je dis non, on peut pas le faire sur la PA parce que la PA, c'est pas un contrat de courtage. La PA, c'est entre l'acheteur et le vendeur va voir l'identité de l'acheteur. Et on doit pas lui donner ses numéros. T'as mieux compris? Oui, maintenant j'ai compris. Parce que, premièrement, on n'a pas signé le contrat de courtage acheteur avec le client. Okay. Donc, il n'aura pas de droit de vérifier parce qu'il n'y a pas de contrat avec l'acheteur. Mais il aura une formulaire pour vérifier l'identité de l'acheteur.
Très bien, de l'acheteur. Sur le formulaire. Oh, bravo, c'est ça. Exactement. Donc ici, c'était très facile pour B, c'est dire, je vérifie l'identité du vendeur au moment du contrat de courtage et je vérifie l'identité de l'acheteur au moment de la rédaction de la promesse d'achat sur le formulaire vérification d'identité. Ça va, Charles-Étienne? T'as pas mis de casquette ou elle est noire ou je la vois pas ou non, il y en a pas aujourd'hui. Très bien. C'est pas moi qui t'ai traumatisé hier avec à l'envers, hein. Et Jessica et moi, non? Je suis plus à l'aise de mettre des caméras terminées. Tu vois, hein, on progresse dans. Et Monsieur Pérez, j'ai une question. Yes. Pour la question 10A, il a dit quelle partie représente-vous? Moi, je mets aussi, mais la prioritaire, c'est au vendeur, mais aussi, je pense, c'est au acheteur aussi, parce que c'est l'acheteur qui lui demande pour agir aux opérations. Donc, les deux. Les deux, mais il y a deux choses. Regardez, je vous dis par exemple, j'invente, je m'excuse Jackie, parce que je crois, je vais vous demander qu'est-ce que vous allez faire comme plat? Vous allez me dire un pâté chinois et un bœuf bourguignon. Il y en a deux. Il y a deux choses à faire. Je dis maintenant, comment vous allez faire le pâté chinois? Vous allez me dire, je le fais comme ça. Et comment vous allez faire le bœuf bourguignon? Je le fais comme ça. On fait les deux plats de manière différente. Là, c'est pareil. Je dois vérifier l'identité du vendeur. Je dois vérifier l'identité de l'acheteur. Comment je le fais? Avec quel document je vais vérifier? Avec le vendeur, comme j'ai signé un contrat de courtage avec lui, je vais le faire sur le contrat de courtage. Il y a une place où on vérifie l'identité sur le contrat de courtage. Avec l'acheteur, j'ai pas signé de contrat de courtage. D'accord? Je peux pas le faire puisqu'il n'existe pas de contrat de courtage. Mais la LCI a prévu un document d'une page qui s'appelle formulaire de vérification d'identité. Donc, je vais vérifier son identité sur ce formulaire, avec ce formulaire. Ça va? Oui, ça je comprends parce que moi, nous avons sauté à la question B parce que je pensais qu'on n'a pas très précisé pour la question A. Donc, d'accord. Alors, d'accord. Ben, en fait, jusqu'au 22 juin, parce qu'après ça va changer, on représente bien sûr le client vendeur. Ça, c'est prioritaire, hein, puisqu'on a, qu'est-ce que dit la loi sur le courtage? On représente toujours la partie avec qui on a signé un contrat. Donc, le vendeur en priorité, et aussi, comme le client acheteur nous a demandé d'agir pour lui, mais le client acheteur aussi, à qui il faut donner un traitement équitable. C'était la question A. Hein. Très bien, Jack. 11. Vous avez signé un contrat de courtage achat avec un client acheteur qui cherche une propriété dans le secteur d'un SIC. Après quelques semaines de visite, donc là on a signé le contrat de courtage achat, il tombe en amour avec une propriété inscrite par un courtier qui a la même agence que vous. Il vous demande de rédiger une offre d'achat afin que vous la présentiez au vendeur en présence du courtier inscripteur. Là, dans ce scénario, c'est pareil aujourd'hui qu'après le 22 juin. Il n'y a pas de problème de 1. Donc là, ça va être plus facile pour vous. Je répète, vous avez signé un contrat de courtage achat avec un acheteur, puis vous lui trouvez une propriété qui est inscrite par un courtier qui travaille à la même agence que vous. Vous allez, normalement, c'est ça, vous devriez présenter l'offre, etc. On vous demande quelle partie au singulier ou pluriel vous représentez. Alors, petit A. L'acheteur. Le client acheteur. Écrivez tout de suite qu'on perd pas de temps, hein, Shopping. Shopping, je vais l'embêter un petit peu. Donc, petit A, le client acheteur. Maintenant, quelle est votre obligation en matière de vérification d'identité et comment le faites-vous? Vérification de l'identité et la capacité juridique avant la... Non, mais là, on parle de vérification d'identité.
Vous devez vérifier l'identité de qui? De l'acheteur, avec qui j'ai signé le contrat. D'accord. Et vous la faites comment? Comment vous la vérifiez l'identité? Même avant la signature ou bien au moment de la signature du contrat? Oui, c'est ça, avant. Au moment ou avant la signature, mais vous le faites quand? Vous le faites, comment? Sur quel document? Sur une vérification d'identité à part. Très bien. Sur le formulaire de vérification d'identité, vous êtes sûr? Attention, peut-être que je suis en train de vous piéger, hein. Est-ce que vous avez signé un contrat de courtage achat avec eux? Non, c'est dans le contrat de courtage parce qu'on a signé un contrat. Bravo. Oui, c'est ça. C'est pas un PA. Toute petite, simple, mais pour ne plus mélanger. Donc, la réponse, c'est quoi? Petit A, quelle partie, c'est la question 11, hein. Quelle partie représentez-vous? Le client acheteur. Quelle est votre obligation? Vérifier, en matière de vérification d'identité, vérifier l'identité du client acheteur. Quand le faites-vous et comment? En gros, eh bien, au moment ou pendant la rédaction du contrat de courtage, sur le contrat de courtage, à l'aide du contrat de courtage, achat. Ça va? Mais là, ça va changer. Non, ça va pas changer après le 22 juin. Alors, question 12. Vous avez signé un contrat de courtage achat encore avec un client qui cherche un condo dans le secteur d'Outremont. Après quelques semaines, le client vous demande d'étendre vos recherches au secteur du Myland. Or, vous avez une inscription au Myland. Ça, par contre, ça va changer le 22 juin. Qui, selon vous, devrait l'intéresser. Après l'avoir visité, il tombe en amour et vous demande de rédiger une offre d'achat avant que vous la présentiez au vendeur. Donc, d'abord, on va répondre telle qu'est la loi aujourd'hui, et après, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. On va rappeler qu'est-ce qui va se passer à partir du 22 juin. Donc là, vous voyez que vous avez un contrat de courtage achat avec l'acheteur et un contrat de courtage vente avec le vendeur. Quelle partie représentez-vous? C'est facile, jusqu'au 22 juin, compris le client vendeur et le client acheteur. Les deux, c'est ce qu'on appelait la double représentation. D'accord? Les deux. Et quelle est encore jusqu'au 22 juin votre obligation en matière de vérification d'identité, quand et comment le faites-vous? Alors, on vérifie l'identité respective de chacun à l'aide des contrats de courtage, bien sûr respectifs, à l'aide des contrats de courtage respectifs. Voilà, ça c'est le minimum. Naturellement, si vous voulez donner plus de détails, dire au moment de la signature du contrat de courtage vente, puis achat, vous pouvez. Mais le plus important, c'est que on avait dit la vérification se fera respectivement pour les deux à l'aide des contrats de courtage qu'on signe avec eux. Monsieur Pérez? Oui? Dans cette question-là, moi, j'ai répondu, en fait, oui, les deux. Après B, j'ai marqué, je devrais déjà avoir vérifié les identités des deux, car j'ai des contrats signés avec les deux. C'est bien, c'est correct. C'est correct. Si vous pouvez juste de dire, mais c'est très bien, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez, moi aussi, ma question, elle est... En fait, vu que c'est déjà mes clients, je devrais déjà avoir les contrats signés. Non, c'est bon. Parce que ma question aussi, elle est pas très, très précise. Ouais. Vous comprenez? Si je vous avais dit, et quand et comment le faites-vous, j'avais écrit, comme je vous le dis, oui. Mais c'est très bien, de ces cas. Ok. Oui, c'est bien. Quand vous disparaissez de l'écran, vous êtes quand même là, hein? C'est bien. Oui. Good. Un soir. Où est les soirs? Ah. Soit il faut qu'elle soit là, Véronique, Steve. Ah oui, ça, c'est les, Alec et Félix et Charles-Étienne. Ceux-là, il faut qu'ils soient là, hein. Il n'y a pas de problème. Ça va, Véro? On y va? On continue, Véro? Sinon, si vous voulez qu'on arrête, on arrête. J'aimerais juste savoir, je sais pas comment le dire, mais pourquoi est-ce qu'on maintenant, à partir de maintenant, on répond pas seulement aux questions avec la nouvelle loi, puisque quand on va pratiquer, ça va être la nouvelle loi, puis quand on va faire l'examen
ça va être la nouvelle loi? Parce que on n'est pas encore le 22 juin, mais dans l'examen, ça sera précisé. Si je vous donne quelque chose là-dessus la semaine prochaine, je vais vous aider. Je vais vous le dire, comme ça vous allez vous habituer, comme le ACQ. Par contre, je vous ai dit, on va voir qu'est-ce qui va se passer la nouvelle loi. Dans la nouvelle loi au 22 juin, est-ce qu'on peut être dans cette situation? Non. Non. Donc on devra dire, par exemple, à la partie A, la question A, vous représentez qui à partir du 22 juin? Le vendeur? Eh oui, vous n'avez pas le choix. Vous pourriez dire, je représente l'acheteur et j'arrête avec le vendeur, je représente le vendeur. Non, vous n'avez pas le choix. Vous devez, mettre fin au contrat de courtage avec l'acheteur. Vous ne pouvez pas le représenter. Donc, à partir du 22 juin, vous ne pourrez représenter que le vendeur. Donc, quelle vérification d'identité que vous allez faire? Celle du vendeur, c'est sûr. Sur le contrat de courtage, c'est sûr. Puis l'acheteur, normalement, il va venir avec un autre courtier. J'ai une question. Il n'a pas de courtier. Ça, c'est une autre histoire. J'ai une question simple. Pourquoi j'abandonne mon acheteur au lieu d'être son courtier? Si après le 22 juin, j'ai déjà signé un contrat de courtage d'achat avec le acheteur, pourquoi je dois l'abandonner? Parce que tu as un contrat de courtage avec le vendeur et qu'à partir du 22 juin, la loi, elle dit, tu ne peux pas avoir un contrat de courtage avec le vendeur et un contrat de courtage avec l'acheteur. Oui, je sais, mais pourquoi je ne peux pas abandonner le vendeur? C'est ce que je vous dis. Parce que la loi vous dit ça. Elle vous dit, tu dois mettre fin au contrat de courtage avec l'acheteur. Elle le dit clair et net. Elle te donne pas le choix. Sinon, elle t'aurait dit, dans la loi, on aurait écrit que tu as le choix. On t'a pas donné le choix. Ok, mais si j'ai signé le contrat de courtage achat en première, quelques semaines avant. On s'en fout. C'est la loi. Excuse-moi, Shopping, juste pour pas ou bien j'ai pas compris ta question, ou bien on est en train de procrastiner. Quand la loi, elle te dit quelque chose, si elle te dit, mets un clou sur le mur vert, tu dois mettre le clou vert. Ok, c'est là, la loi, tu comprends? La loi, moi aussi, j'ai pensé, c'est ce que je vous ai dit. Est-ce qu'on peut choisir? Non, on peut pas choisir. La loi, elle a dit, tu mets fin au contrat de courtage. On l'a lu, la semaine dernière, mais c'est pas grave que tu reposes la question, c'est avec plaisir. Mais est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est ça qui m'importe. Oui, maintenant j'ai bien compris, c'est-à-dire, même je signais le contrat en achat avant le contrat de vendeur, même avant quelques semaines ou quelques mois, je dois abandonner pour l'achat. Oui, exactement. Ça ressemble un petit peu, si vous voyez ça, à l'intérêt dans un immeuble. Qu'est-ce qui se passe en général quand, vous vous rappelez, j'ai une inscription. C'est moi le courtier du vendeur. Et puis, ma femme, elle vient à une visite libre, elle voit la maison, elle dit, pourquoi on l'achète pas? Elle était obligée de quoi faire? D'arrêter avec le vendeur. C'était le contraire. Pourquoi on arrêtait avec le vendeur dans ce cas-là? Parce que nous, on a un intérêt dans la maison. On va l'acheter. Oui. Alors que là, on n'a pas d'intérêt. On est au milieu. Alors, la loi, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, écoute, elle a choisi. Elle a dit non, garde la vente, garde la position vendeur, mais tu ne représenteras pas l'acheteur. À chaque fois, la loi, elle pense, dans le cas de l'intérêt direct, elle est très intelligente. Elle dit, si tu achètes, ou toi, ou ta sœur, même si c'est ta sœur, tu peux pas sortir de cette situation. Tu as un lien qu'on peut pas couper. Mais avec le vendeur ou l'acheteur, on peut couper, ils sont pas de ta famille, on a décidé l'acheteur. Monsieur Perez? Oui. Okay. Je veux savoir, c'est-tu pour la même propriété? Quelqu'un a un intérêt pour la même propriété? Fait que là, dans l'exemple qu'on a là, c'est juste parce qu'on a une maison en contrat de courtage-vente que le client acheteur est intéressé. Ah oui, bien sûr. Je voulais juste clarifier, parce que j'étais comme... Ah ben oui. Sinon, là. Ah oui, bien sûr, tu as raison. C'est sûr, bien sûr. C'est quand ton acheteur et ton vendeur se rencontrent. Ils peuvent pas se rencontrer par ton intermédiaire. Ils peuvent plus. À partir du 22 juin. Aujourd'hui. On peut plus faire de vente pure. Bref.
C'est ce qui était appelé des ventes pures. Exactement. C'est bizarre, par exemple, parce que ça va donner des drôles de circonstances. Tu vas inscrire des maisons, mais tu vas pas, tes clients, tu vas pas les envoyer. Tu vas pas faire la promotion à tes clients que tu de signer des contrats achats des maisons que t'as. En tout cas, tu seras pas tenté parce que tu vas trouver de l'abandonner. C'est un peu fou. On va essayer d'avancer dans nos questions, puis on essaiera de faire un petit débrief après. Alors attention, on n'a pas fini l'exercice. Il y avait une autre question. Avez-vous d'autres obligations? Mais ça aussi, il y en a une, elle va disparaître le 22 juin, c'est qu'on était obligé de dire au vendeur qu'on avait un contrat avec l'acheteur. Et comment on le divulguait, ça? Il n'y avait pas de document. Ça, on le divulguait à même la promesse d'achat. Vous allez le voir, d'ailleurs, cette rubrique va sauter. Dans la promesse d'achat, il y avait vous voyez, on va travailler avec des formulaires qui sont pas encore à jour parce qu'il y a une rubrique. À cause de ça, à partir du 22 juin, le formulaire de promesse d'achat, il y a une petite rubrique qui va disparaître. Mais nous, quand on va commencer à l'étudier dans 2 semaines, on va la cocher parce qu'elle existe jusqu'au 22 juin. Qu'est-ce qu'il y a dans cette rubrique? Là, on dit si l'acheteur, il doit répondre dans la promesse d'achat, il doit cocher si oui ou non il est lié par contrat de courtage avec vous. Comme ça, quand la promesse va être donnée au vendeur, le vendeur saura que vous avez aussi, parce que je peux lui cacher au vendeur que l'acheteur, j'avais signé un contrat avec lui. Alors, ça disparaîtra le 22 juin. Donc, obligation de divulgation au vendeur et à l'acheteur, oubliez ça, je vous le demanderai pas. Il y avait une autre chose à faire, je vous le dis, on le verra aussi, mais ça c'est quand on fera des marches, c'est que du fait que mon client il a changé d'avis, au départ il voulait Outremont et maintenant il veut Myland. Dans le contrat de courtage achat, donc il faut faire une modification au contrat de courtage achat. C'est très important parce que dans le contrat de courtage achat, on met toujours les caractéristiques de la maison recherchée. Alec est un client acheteur. Il veut bien signer un contrat de courtage achat avec moi. Ou bien, bonjour monsieur Jean-Léco Alec, comment allez-vous, etc. Je prends toutes les infos. Où est-ce que vous voulez acheter? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, Outremont, très bien. Caractéristiques essentielles, Outremont. Je veux dans un condo, par exemple. Je voudrais qu'il y ait un spa dans l'immeuble. Tout ça, c'est les caractéristiques essentielles. Après, il y a des caractéristiques secondaires qu'on appelle quelquefois optionnelles ou quoi que ce soit. Je me rappelle plus, des fois j'ai des plans. Et là, par exemple, il pourrait dire, il voudrait qu'il y ait une piscine accessoirement ou 2 garages au lieu d'un accessoirement. Ça, c'est deuxième. Eh bien, naturellement, si je lui cherche dans Outremont et qu'à un moment il veut Myland, il faudrait pas que il faudrait que j'ai l'autorisation de sa part de chercher dans le Myland. Donc on met le contrat de courtage achat à jour en faisant une modification. On verra ça plus tard. Ici, oubliez cette question pour celui-ci, parce que comme la loi change beaucoup, je vais vous donner pratiquement rien pour pas vous mêler sur ces questions-là, ou alors très simple. Monsieur Saint, oui. On fait la modification dans un formulaire à part ou bien on refait la colonne? Non, on touche jamais au formulaire d'origine. On prend un formulaire à part. C'est pour ça que je veux pas trop vous mêler. Attention, à partir de la question 13, alors là, tout ce qui est sur la représentation, si je vous pose quelque chose, ça sera pas ambigu, ça aura pas de rapport avec juin. Par contre, à partir de maintenant, on est dans l'intérêt d'un immeuble et on a très bien fait ça la semaine dernière. Attention, question 13. Il y a plusieurs A, B, C, D, E. Attention, vous êtes courtier immobilier avec un permis valide et vous êtes propriétaire d'un immeuble que vous souhaitez vendre. Pouvez-vous le vendre vous-même? Ça veut dire en mettant une pancarte AVPP à vendre par le propriétaire. Ben oui.
On peut pas empêcher quelqu'un de vendre son immeuble. Pouvez-vous, alors on va dire que c'est moi le courtier, hein, comme ça. Est-ce que je peux le vendre moi-même? Ben oui, je mets Saint-Michel Pérez, voilà. Mais pas en tant que courtier, à vendre par le propriétaire. D'ailleurs, ils mettent jamais leur nom, ils mettent que leur téléphone. Pouvez-vous le confier à un courtier rattaché à la même agence que vous? Steve travaille à la même agence que moi. Je dis, Steve, je signe un contrat de courtage avec Steve, et Steve va mettre sa pancarte, et il va mettre son nom, là, il va mettre un Reline, tout ce qu'il veut. Donc, petit B, oui. Puis-je le confier à un courtier rattaché à une autre agence? Charles-Étienne travaille dans une autre agence, où je suis pas moi. Est-ce que je peux lui confier? Oui, pas de problème. D. Selon la loi, avez-vous un intérêt? Est-ce que j'ai un intérêt dans l'immeuble? Oui, et il faut le préciser, direct ou indirect? Oui, direct. Selon la loi, est-ce que j'ai une obligation de divulgation dans tous ces cas, A, B ou C? Oui. Oui. Toujours oui. Ça va? Ça, c'est facile pour choper les 1, oui. Et dans les 3 cas. Très bien. 14. Vous êtes courtier immobilier avec un permis valide. Votre conjointe est propriétaire d'un immeuble qu'elle souhaite vendre, soit. Elle veut vous confier le contrat de courtage. Pouvez-vous signer un contrat de courtage avec votre conjointe? Est-ce que, effectivement, je peux signer un contrat de courtage avec ma femme pour vendre son immeuble? Ben oui, bien sûr. Oui, Alec. Oui, tout à fait. Selon la loi, est-ce que j'ai un intérêt? Oui. Oui. Direct ou indirect? Ma femme, direct. Direct, c'est moi et mon entreprise quand j'ai le contrôle. Petit C, est-ce que j'ai une obligation de divulgation? Oui. À qui je vais faire la divulgation? C'est pas demandé ici. Mais à qui je fais la divulgation? À l'autre compte, à l'autre partie. Pas ma femme elle sait que je suis courtier, ok? Très bien. Donc c'était oui, indirect, oui. A, oui. B, oui, indirect. C, oui, c'est ça. Question 16. Vous êtes courtier immobilier avec un permis suspendu. Vous vous rappelez? Je vous avais dit de lire un peu sur la suspension, hein? On a manqué le 15. Hein? La question 15. C'était la question 15. J'ai sauté 15? Oui. Ah, excusez-moi. Vous êtes courtier immobilier avec un permis valide. Votre père est propriétaire d'un immeuble qu'il souhaite vendre. Il veut vous confier le contrat de courtage. Hein, c'est un peu comme ma conjointe, là c'est mon père. Est-ce que je peux signer un contrat de courtage avec mon père? Oui. Oui. Selon la loi, est-ce que j'ai un intérêt? Oui. Oui. Direct ou indirect? Avec mon père, direct ou indirect? Indirect. Indirect. Est-ce que j'ai une obligation de divulgation? Oui. Oui, bien sûr, je vous ai pas demandé ici, je divulgue pas à mon père, il le sait que je suis courtier. Donc c'est question 15. A, oui. B, oui, intérêt indirect. Et C, oui. Question 17. Alors ça, laissez tomber, vous pouvez la barrer. C'est sur le prix hypothécaire, c'est ça? Oui. Laissez tomber, vous pouvez la barrer. Je vous pose. On est à la 16, non? Question La 16. Oh, que j'ai aujourd'hui. Excusez-moi, je suis... Vous avez hâte de finir aussi? Hein? Dis, non, ça m'intéresse. J'ai dit, vous avez hâte de finir aussi. Non. Alexandre, non, je t'assure que... Je rigole avec vous. Non, je sais, non, mais je suis curieux de savoir pourquoi Non, je crois que j'ai des problèmes visuels. Bon. Je vais essayer de me concentrer. Allez. Ça va, je vous dérange pas quand même quand je fais ça? Pas trop? Alec, il est de toute façon toujours gentil. Absolument pas. Bah, vous êtes gentil, alors. Vous ne nous dérangez jamais. Merci, Soua. Alors, vous êtes maintenant, la question 16, courtier immobilier ou courtière immobilière avec un permis suspendu. Hein? Et vous savez ce que c'est qu'un permis suspendu. C'est un permis qui est annulé, mais temporairement. Hein? Rappelez-vous, je vous avais dit de lire là-dessus.
Vous êtes par ailleurs actionnaire majoritaire d'une compagnie qui possède un immeuble qu'elle souhaite vendre. Au terme d'une résolution prise par le conseil d'administration, vous obtenez le pouvoir de la représenter pour vendre l'immeuble. Regardez bien, vous êtes un courtier immobilier, mais vous êtes aussi actionnaire majoritaire d'une compagnie qui n'a rien à voir avec le courtage immobilier, elle a juste un immeuble qu'elle veut vendre. Et puis, essayez de comprendre qu'elle vous donne un pouvoir pour vendre l'immeuble, ça c'est tout à fait normal. Tout propriétaire a le droit de vendre son immeuble, et vous êtes vous êtes propriétaire, c'est pas vous, votre compagnie qui est une personne morale, je l'appelle pour compagnie parce qu'au Québec on dit compagnie, qui est une personne, sinon c'est une société par action, qui est une personne morale, elle a le droit de vendre, elle a toujours besoin de donner un pouvoir à quelqu'un, et quoi de plus normal qu'elle vous donne le pouvoir de vendre. Donc premièrement, si je vous avais posé la question, est-ce que vous avez le droit de vendre? Bien sûr, vous avez le droit. La compagnie, elle a le droit de vendre. Est-ce que vous avez le droit de représenter la compagnie? Bien sûr, parce que c'est une personne morale. Tu peux attendre la compagnie pendant des heures, elle viendra pas. Morale, tu peux pas, mais par contre, elle va t'envoyer son représentant. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, vous êtes aussi courtier immobilier avec votre permis suspendu. Alors, la première question que je vous dis, est-ce que vous avez un intérêt quand c'est la compagnie qui vend l'immeuble? Eh oui. Et même un intérêt comment? Direct. Alors, direct parce que vous êtes majoritaire. Si vous n'étiez pas majoritaire, ça serait indirect. Mais là, on vous précise majoritaire. Donc, première question, oui, direct. Et maintenant, la question, avez-vous une obligation de divulgation? Oui. Oui. Et oui. Aux acheteurs éventuels, vous leur direz, voilà, je suis courtier. Même que vous êtes suspendu. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que vous dit l'article 18? Le titulaire de permis, qu'il soit ou non dans l'exercice de ses fonctions. Eh ben là, vous l'êtes pas parce que vous avez été suspendu, mais vous êtes obligé. Mais au cas où de révocation, c'est non. Hein. Pardonnez-moi, j'ai pas entendu. Au cas où de révocation de permis, c'est non. Hein. Ah ben révocation, c'est fini. C'était plus un courtier. C'est plus courtier. Et là, il n'y a plus d'avis de divulgation. Tu deviens comme tout le monde. C'est bien, Dingwa. Alors, mais là, c'était très simple. Question 16. A, oui, direct, pardon. Question B, oui. Monsieur Saint? Oui. Quand on a dit majoritairement, est-ce que ça veut dire, en une seconde, pardon, j'ai mis, est-ce qu'on a, majoritairement, c'est-à-dire, il n'a pas nécessairement 90%? Non, il n'a pas nécessairement. Dès que tu dépasses 50% des actions, oui. Il y a 50% plus une action, tu es majoritaire. Mais quand c'est majoritaire, il a un intérêt direct, si c'est pas 90%? Non, ça, attention, il faut pas mélanger. Là, la compagnie qui est là, c'est pas la compagnie du courtier. Donc, c'est pas la société par action du courtier. Vous savez que quand on a fait une révision au début, je vous ai fait un tableau, je vous ai dit, quand vous allez avoir le permis, vous avez deux solutions. Ou bien vous êtes personne physique, entrepreneur individuel, ou bien vous faites une société par action. Mais ça, c'est pour le courtage. Là, vous devez avoir 90%. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt. C'est que la loi sur le courtage, elle dit, si tu veux utiliser une BMW, là, pour gagner des impôts, une société par action, il faut que tu en aies 90%. Si tu veux faire du courtage avec une société par action comme forme de ton entreprise, il faut que tu aies 90%. Ça n'a rien à voir. Là, on est dans l'intérêt que tu as. T'es courtier, tu veux vendre ou acheter une maison. Alors là, si tu as 50% des voix plus une, tu es majoritaire, donc l'intérêt est direct. Si tu as une compagnie où tu n'as que 49%, ben l'intérêt est indirect. Mais de toute façon, ça change rien. Direct ou indirect, c'est exactement pareil. Je vous l'ai dit. Mais tu as bien vu la différence entre les deux choses, toi? D'où il vient le 90%. Ok. Oui, merci. Alors, on passe à la 17. Non, la 17, je vous dis, on laisse tomber. Barrez-la, c'est hypothécaire.
Combien vous aviez de questions ici? On en avait 18, puis la 17 et la 18 touchent à l'hypothécaire, courtier hypothécaire. Bon, de toute façon, maintenant, en fait, à l'époque, pour la 18, laissez tomber, je vous les poserai pas. Mais sachez que ça doit rester. La 18, je vous le dis juste pour votre information. Comme on a quelques minutes d'avance, avant que je vous donne les instructions pour tout à l'heure, parce que j'ai vraiment des problèmes d'ordinateur. Mes fichiers, tout ça, comme on passe sur une autre session, je vais profiter pour mettre un petit peu à jour mon ordinateur. Je vais le fermer, tout ça, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve sur la deuxième session après. Seulement, je vais vous envoyer les questions là avant de fermer mes ordinateurs et tout. Et comme ça, si jamais je les ouvre pas à une heure précise, ou 1h10, 1h15, c'est pas grave. Vous allez commencer vos exercices. J'adore Alec, il sourit tout le temps. C'est bien, continue comme ça. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui sourit. Bon, alors. Mais il faut savoir une chose, c'est que, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une hypothèque inversée? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Une hypothèque immobilière inversée, c'est, vous savez, là vous prenez une hypothèque normale, vous payez, un jour, vous l'avez entièrement payé votre maison. Et maintenant vous vieillissez. Vous vieillissez, ça va arriver un jour, hein. Alors donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à la retraite, vous venez de prendre votre retraite à 60, 64 ans, peu importe. Et vous avez moins de revenus, mais vous avez une maison qui a une valeur, une belle valeur, entièrement payée. Alors, vous pouvez demander à ce que on vous fasse une hypothèque inversée. Par exemple, dépendamment de votre âge, et pourtant, on pourrait dire par exemple, tiens, moi, de 60 ans à 75 ans, pendant 15 ans, je vais donner à la banque l'hypothèque de ma maison, la garantie, mais au lieu que ça soit moi qui paye, c'est elle qui va me donner tant par mois. Par exemple, je reçois de mes revenus de retraite $1 500. Bon, j'avais des RIER qui me rapportent à peu près $500 par mois, disons. Ok, ça me fait 2000, c'est pas assez, j'ai besoin d'un 1000 de plus, ou 1500 de plus par mois, pendant 15 ans. Et n'oubliez pas, 1500 aujourd'hui, ça vaut plus que 1500 dans 15 ans, dans 10 ans, hein, rappelez-vous. Donc, ma banque, elle va me donner 1500 par mois, au lieu que ce soit moi qui lui donne, c'est inversé. Mais elle a la garantie sur ma maison. Qu'est-ce qui se passe dans 15 ans? Dans 15 ans, ma maison, elle a continué d'augmenter de valeur. Si elle vaut 500 aujourd'hui, peut-être qu'elle va valoir dans 15 ans $900 000 ou $1 million. Et tous les 1500 que m'a donné la banque, elle va les capitaliser, elle va les compter l'intérêt comme si elle les avait placés à un taux de, je sais pas, les taux d'hypothèque inversée sont toujours un petit peu plus hauts, donc 4,5, 5, 6%. Et elle va mettre les payments, le 1500, puis elle va mettre le taux d'intérêt. Elle va trouver la valeur de cet argent 15 ans après. Elle va computer sur future value, elle va trouver, j'invente, disons qu'elle trouve $300 000 que je lui dois. Ben, dans 15 ans, j'ai peut-être plus besoin de ma maison. Je la vends et je paye les 300 000, il me reste 700 000 pour pouvoir, peut-être je suis plus vieux maintenant, j'ai besoin d'aller dans une maison pour aînés ou, tu vois. C'est ça l'hypothèque inversée. Alors la question ici, c'est, avant les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires qui avaient la même loi, pas exactement la même formation, mais la même loi, un courtier hypothécaire ne pouvait pas s'occuper d'une personne qui voulait une hypothèque inversée si cette personne n'avait pas recueilli l'avis d'un notaire ou d'un avocat. Donc ici, pour vous dire, la question 18, la réponse était qu'on ne pouvait pas commencer à offrir nos services en tant que courtier hypothécaire
si notre client n'avait pas, on disait à notre client, as-tu vu un avocat? As-tu vu un notaire? Si oui, as-tu reçu un avis écrit indépendant? S'il dit oui, on lui demandait de nous donner une copie et là, on pouvait s'occuper de lui et lui trouver le prêteur. Mais ça, vous l'aurez ni à mon examen, ni à l'OACQ. Tout ce qui est sur le prêt hypothécaire, oubliez ça. Ça va? Bon, là, il y en a 18, je sais pas combien il y en a dans l'autre. Alors, je vous envoie je vous envoie les prochaines questions. Et je vous envoie le règlement que Steve m'a rappelé. Non, mais c'est très bien. Mais c'est ça que je voulais. Moi, je voulais que vous l'ayez. Donc, vous allez préparer vos questions. Et nous, on va dire qu'on se retrouve normalement, si tout se passe bien, là, vous partez avec 15 minutes avant, à 1h, vous allez revoir ma face. Ou en tout cas, que j'ai relancé mon ordinateur et je vous ai ouvert la session. Sinon, patientez 10 minutes, un quart d'heure maximum. Je vais voir comment mon ordinateur fonctionne. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut rester avec moi juste pour m'assurer que vous avez reçu, là, dans 5 minutes, dans 3 minutes, je vous envoie les prochaines questions et le règlement. Les autres, bon appétit si vous voulez partir. Et je vous envoie tout de suite. Donc, first, composer. Je vous dis juste rebonjour, on est d'accord, hein? Ensuite, ici, LCI, envoie, question 6, ce matin c'était 5, à préparer, et puis on va les télécharger. Est-ce qu'on va changer de classe? Oui, on va changer de classe. C'est ce que je vous ai dit, mais c'est possible que je n'ouvre pas la classe avant 1 heure précise et même quelques minutes après. C'est pas grave. Vous allez recevoir les questions. Vous allez recevoir les questions. Alors question 6. Excusez-moi, question 6. Ah, là, il y a besoin d'un formulaire, je crois. Je vais m'en assurer. Voilà les questions 6. Téléversé. Je vais voir quel formulaire. Comme ça, vous ne serez pas embêtés. Ouais, je vais vous envoyer 3 formulaires. J'espère qu'il n'y a pas le corrigé dessus. J'espère. Bon, parce que là, je peux pas voir. Alors, je vous les envoie vite. Si vous en avez besoin. Et s'il y a le corrigé, il peut être faux, hein. Je suis en train de... Si vous avez un doute, ne faites pas ne commencez pas par ceux où il y a des formulaires à remplir. Finissez par cela. Si jamais on n'a pas le temps, je vous redonnerai encore quelques minutes. Voilà, donc là, j'ai le questionnaire, 3 formulaires, et maintenant, je vais joindre la loi. Comme ça, je suis OK. Alors, la loi, elle est où? Where is la loi? Alors, c'est le règlement. Normalement, c'est le règlement 1, R1. Good. On n'a plus qu'à ajouter les personnes. Alors, loi sur